merci à tous, effectivement, pour l'invitation qui n'était pas intuitive sur du mouvement. C'est vrai que c'est une bonne question, justement, est-ce qu'en ORL, ça bouge Donc, on m'a demandé de rester sur du offline. Donc, je vais essayer de ne pas parler d'IRM Linac, même si ça me démange. Donc, la question en ORL, quand même, c'est qu'est-ce qui se passe quand on fait nos traitements? Est-ce que ça va bouger? Alors, ça va bouger, oui, forcément, en fait. C'est nos volumes qui vont varier. Donc, ce n'est pas le mouvement comme ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, mais on a quand même un mouvement dans le temps, en fait, à travers une variation de volume. Vous avez ici l'illustration d'un patient en cours de traitement entre sa tumeur initiale et la tumeur en cours de traitement, où clairement, il y a du mouvement puisque ce n'est plus le même patient. Et c'est ce qu'on va constater à la fois sur la tumeur, mais aussi sur les organes à risque, avec en fait une variation de volume qui va se faire plus ou moins progressivement selon les organes. Et donc forcément, ça va impacter sur la dose qui va pouvoir être délivrée. Donc c'est ce qui est représenté ici. Alors je suis désolé, les couleurs ont sauté. Je pense que ce n'est pas exactement la même mise en page, mais ce n'est pas grave, on s'y retrouve. Donc vous avez à gauche la dosimétrie initiale, et puis à droite, notre dosimétrie en cours de traitement, avec l'apparition de points de surdosage à proximité des parotides et une moins bonne épargne parotidienne, et donc potentiellement un risque de surdosage pour ce patient et de toxicité du coup augmentée. Et si on regarde en fait en dose cumulée, en allant récupérer la dose semaine après semaine, ici sur un histogramme pour les parotides, on a notre histogramme de la dose planifiée, et si on regarde en fait en cours de traitement, en sommant la dose au fur et à mesure, on va se rendre compte en fait qu'à partir globalement de la 4e, 5e semaine de traitement, on délivre plus de doses que ce qui était prévu, et notamment en lien avec cette fonte tumorale qu'on a pu avoir et cette diminution également de volume des parotides qui vont à la fois changer de volume et qui vont aussi se déplacer en fait dans l'espace et dans l'anatomie du patient. Donc ça va pouvoir donner ce genre d'illustration. Ici, c'est dose cumulée en fait au sein de la parotide pour avoir aussi une représentation spatiale. On voit que ça ne va pas concerner en fait l'intégralité de la parotide. Il y a des zones en fait qui vont même plutôt recevoir un peu moins de doses, et au contraire, certaines régions de la parotide qui vont plutôt être surdosées. Avec ici dans ces illustrations, on monte jusqu'à plus de 10 degrés sur certaines régions de la parotide. Et c'est ce qui a été montré aussi dans ce papier. En fait, si on compare notre dosimétrie initiale avec la dose en fait délivrée en cours de traitement, ici on est à la 3e semaine, vous voyez qu'en fait il y a des différences de dose entre ce qu'on pensait délivrer et ce qu'on va réellement délivrer en fait aux patients, et avec ce bénéfice derrière, si on va replanifier, donc refaire une nouvelle dosimétrie sur notre anatomie du jour, en tout cas de la semaine, on va pouvoir compenser ces variations de dose. Alors, si on regarde un petit peu ce qui se fait dans la radiothérapie adaptative ORL, il y a quelques essais qui rapportent des résultats cliniques. La plupart, en fait, sont des essais soit rétrospectifs, soit pour les 2 seuls essais prospectifs, c'est du non randomisé. Ça reste intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qu'ils retrouvent. Alors, en fait, on montre une amélioration du contrôle loco-régional quand on fait de la radiothérapie adaptative. Dit comme ça a l'air très bien. Je rappelle que c'est du rétrospectif ou du prospectif non randomisé. Donc, est-ce que les patients qui vont mieux quand on les replanifie, c'est parce qu'on les a replanifiés, ou est-ce que, comme ils ont leur tumeur qui a fondu, on les a replanifiés, mais c'est juste le marqueur du fait d'une tumeur qui a bien répondu au traitement? Et en termes de toxicité, il semble avoir une amélioration en fait des symptômes, des toxicités tardives pour les patients qui reçoivent une radiothérapie adaptative. Donc ça, c'était sur des études rétrospectives ou non randomisées. On a eu depuis les résultats de l'essai Arctic, donc un essai de phase 3 qui comparait une radiothérapie adaptative hebdomadaire à un traitement classique avec une seule planification initiale. L'objectif du traitement, enfin de cet essai, c'était une amélioration du flux salivaire. Donc, on espérait, avec la radiothérapie adaptative, augmenter le flux salivaire de ces patients. On était parti sur une hypothèse d'une amélioration de 25% à 1 an. Vous avez les objectifs secondaires qui sont exposés. Ça a été déjà des grands débats de savoir qu'est-ce qu'on allait prendre comme critère principal pour cet essai. Ce n'est pas évident de savoir comment on quantifie l'axérostomie, le flux salivaire. On en rediscutera après, mais c'est aussi potentiellement une des difficultés de l'étude. Et l'autre grande question qu'il y avait dans cet essai, qui d'ailleurs initialement avait été conçu avec un double objectif, l'objectif de toxicité, mais il fallait aussi un critère de non-infériorité, parce qu'il y avait à l'époque des grandes questions sur est-ce que le fait d'aller replanifier, de recontourer toutes les semaines,
quand on n'avait pas tous les outils disponibles à l'heure actuelle, est-ce qu'on n'avait pas un risque en fait d'augmentation des récidives du fait d'erreurs qu'on pouvait introduire en retouchant les volumes, en diminuant trop les volumes cibles. Donc, les critères d'inclusion de cet essai, c'était que des oropharynx localement avancés, traités par radiochimiothérapie. Et les critères d'exclusion, c'était les patients chez qui on ne pouvait pas du tout épargner les glandes parotides ou qui avaient une chirurgie avant la radiothérapie. Donc un essai randomisé, je vous disais, donc un traitement classique, une planification initiale, et de l'autre côté, donc, dans ce qui était considéré à l'époque comme une approche maximaliste, donc une replanification toutes les semaines, scanner de replanification fait le lundi, on fait les contours, on calcule la nouvelle dosie et on applique cette nouvelle dosimétrie la semaine suivante. Donc on n'est pas sur un temps réel, on est bien sur du offline et avec une dosimétrie donc, qui, à l'époque, mettait quand même une semaine, c'était très chaud à faire. Ça va quand même plus vite maintenant, mais voilà, le temps il n'y avait pas de propagation de contours, il n'y avait pas de TPS aussi rapide. On a commencé l'essai, c'était sur du pinacle avec deux pinacles de chaque côté pour recopier, ce qui n'est pas ce qu'il y avait de plus évident. L'idée, c'était de maintenir autant que possible aussi les volumes cibles initiaux, c'est-à-dire qu'on allait réadapter aux barrières anatomiques, mais pas de diminution. Quand on voyait vraiment notre volume qui diminuait, on gardait quand même ce qui avait été initialement envahi, avec toujours cette crainte d'avoir potentiellement derrière des récidives. Donc, je vous disais, l'hypothèse, c'était une amélioration de 25% du flux salivaire, avec les critères de stratification qui avaient été mis dans l'essai. Vous avez le flowchart de l'essai, donc on a inclus un peu plus de 130 patients, et donc avec une analyse principale qui s'est faite sur 131 patients, et un suivi qui était de un peu plus de 2 ans. Donc ici, vous avez les caractéristiques des patients qui ont été inclus. On est sur des patients ORL classiques, hein, rien de bien particulier. Globalement, des patients tabagiques, plutôt des hommes. Et au niveau des caractéristiques de la tumeur, donc des tumeurs plutôt localement avancées, avec un envahissement de plusieurs régions ORL. Le taux d'HPV qui est globalement de 40% et qui est équivalent dans les deux bras, donc deux bras bien équilibrés, avec aussi en majorité des atteintes ganglionnaires assez avancées. Les traitements, pareil, on est sur du classique, essentiellement des radiochimio cisplates, et le nombre de replanifications qui a été réalisé dans le bras replanifié est bien celui attendu. C'était déjà une des questions, c'est est-ce qu'on allait réussir à vraiment faire toutes nos replanifications. Donc c'est faisable à ce niveau-là, et les patients ont bien reçu la dose qui était prévue. Et donc si on arrive au critère principal, donc le flux salivaire mesuré par parafilm, il n'y a pas de différence entre les deux bras. L'essai n'a pas mis en évidence une amélioration du flux salivaire. Alors, je vous disais, c'était aussi une des questions, hein, c'est la façon dont on mesure le flux salivaire. Ceux qui ont participé à l'essai l'ont peut-être vu. Pour les autres, c'est globalement on leur filait de la parafilm, ils mâchouillaient la parafilm pendant 5 minutes. Il ne fallait pas qu'ils avalent la salive, il fallait qu'ils crachent dans un gobelet sans en mettre à côté. Régulièrement, le parafilm tombait dedans, ils mettaient les doigts à l'intérieur, ils repêchaient, ils remettaient dans la bouche. Donc voilà, le critère de flux salivaire n'est pas évident. Et puis, on a clairement aussi surestimé potentiellement le bénéfice de cette radiothérapie adaptative. On a quand même, en fait, c'est là où la construction d'un essai, ça fait toujours mal. C'est l'autre critère avec lequel on avait hésité. Dans un critère secondaire, c'est la scintigraphie salivaire qui, elle, est positive. Donc, c'est dommage. Si on l'avait bâti sur ça, il sortait positif. Donc, normalement, c'est un critère secondaire. Le critère principal est négatif. Je n'ai pas le droit de vous le montrer. Mais bon, il est affiché quand même. Et il semble exister. En fait, surtout, ce qu'on a pu voir, notamment à travers les scintigraphies, c'est qu'il y a déjà des patients, en fait, avant même de démarrer la radiothérapie, ils ont des glandes parotides qui sont non fonctionnelles. Et donc, on va se mettre à épargner quelque chose qui ne fonctionne pas. On aura beau replanifier, on ne fera jamais mieux dessus. Donc ça, c'était déjà aussi une des limites qu'on a pu avoir sur un faible nombre de patients, malgré tout, et potentiellement un bénéfice, je vous disais, 25%, c'était quand même très ambitieux. Et s'il existe ce bénéfice sur la xérostomie, il est probablement inférieur. Pas de différence sur les questionnaires de qualité de vie. Donc tout ce qui est les symptômes rapportés par les patients, il n'y avait aucune différence. Pareil sur le MD Anderson, voilà, là, il n'y avait pas de différence. Le point qui était important aussi pour nous, c'était justement ce taux de récidive. Il n'y a pas de différence entre les deux bras. Le hasard statistique fait que c'est exactement le même chiffre.
c'est pas une erreur, c'est vraiment voilà, 61,5% de PFS dans les deux bras. Donc ça, c'était quand même rassurant. Ça restait une des craintes. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et pareil, voilà, sur notre survie globale et notre survie spécifique, pas de différence entre les deux. Donc, je vous disais, pas de bénéfice en fait de l'essai sur son critère de xérostomie. Il y a quand même une amélioration au niveau des scintigraphies salivaires. Donc, on peut penser, en toute logique, quand on diminue la dose dans des organes à risque, ils vont mieux fonctionner. Et donc, le besoin d'identifier un sous-groupe de patients qui bénéficierait réellement de la radiothérapie adaptative, d'autant plus maintenant où on est dans un process quand même plus simple pour réaliser cette radiothérapie adaptative, à moduler par le coût quand même. Cet essai, on a fait une étude médico-économique globalement pour épargner une xérostomie chez un patient. Ça coûte 170 000 € quand on fait une radiothérapie adaptative. Ça fait cher le flux de salive. Donc clairement, il ne faut pas le faire pour tous. Il va falloir trouver quels patients peuvent en bénéficier. Et puis, est-ce qu'il faut vraiment faire toutes les semaines? Clairement, ce n'est pas ce qui semble le plus nécessaire. C'est pareil, dans une étude où on avait modélisé le nombre de replanifications et on commence à avoir un bénéfice intéressant sur la dose au parotide avec seulement 2 replanifications faites de façon assez précoce, parce qu'en fait, la tumeur et les parotides vont diminuer de volume assez rapidement. Et puis pareil, du coup, il y a plus de séances derrière, donc probablement plus de bénéfices de cette replanification. Et puis, c'est pas simple, en fait. Quand on va replanifier, c'est la question de pourquoi est-ce qu'on replanifie. Est-ce qu'on veut replanifier pour la tumeur, pour les organes à risque? Et des fois, en replanifiant, on va faire mieux sur quelque chose et moins bien sur un autre. Donc, c'est toujours aussi se poser la question, quand on va relancer notre replanification, qu'est-ce que j'en attends réellement? C'est un peu ce qu'on montrait aussi sur ARCOL tout à l'heure. On couvre peut-être mieux le CTV, mais du coup, c'est au prix aussi des organes à risque qui sont un peu plus dedans. Et on retrouve un peu la même chose là, dans cet essai. Et l'autre chose qui pourrait être utilisée, en fait, c'est... Ouais. Pareil, comme ma collègue, je savais que j'avais débordé, donc je m'y attendais. Donc après, ça va pouvoir être utilisé de la radiomix. Et voilà, je vous disais, c'est se poser la question, pourquoi on fait de l'adaptative? Efficacité, toxicité ou les deux? Et juste pour en venir sur... il fallait quand même que je case une IRM LINAC quelque part. Probablement, pour moi, l'adaptative aussi, c'est maintenant la question du volume du CTV. Qu'est-ce qu'on veut traiter réellement? Et puis, ce qui va à la question derrière, les marges. Rentrer dans des processus de marge personnalisés. Et c'est plus à ce niveau-là, probablement, que notre adaptative aura son meilleur bénéfice. Et donc, j'ai terminé.